BFM Business, Intégral Bourse. Intégral Bourse jusqu'à 18h avec un marché parisien qui tourne toujours un petit peu au ralenti, plus 0,2%, 4382 points. Journée un petit peu calme à cause bien sûr de Thanksgiving et puis à cause de ces petits soucis du côté de Nice Euronext. On va d'ailleurs retrouver Grégoire Favette du côté des rencontres investisseurs émetteurs rue de Valois. Grégoire, vous êtes avec le directeur listing Europe de Euronext pour le coup. Avec nous, Marc Lefebvre, bonjour. Bonjour Grégoire. Directeur du listing Europe. Effectivement, je sais que c'est pas vous qui vous occupez du calcul des indices chez Euronext. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin là? Ça a duré 3 heures, 3h30, sans calcul du CAC et des autres indices. Alors ça a duré effectivement 3 heures. Nous n'avons pas disséminé le calcul effectivement de nos indices. Nous ne les calculions pas. Nous avions un problème technique qu'on a pu résoudre effectivement avec toutes nos équipes au bout de 3 heures. Par contre, ce qui était important, c'est que tout le passage d'ordre, le trading, mais également les données de marché étaient disponibles et donc ça n'a pas du tout impacté le trading en tant que tel. Les émetteurs ont pu être échangés et les investisseurs trouvaient les émetteurs sur lesquels ils souhaitaient se placer. Ça affecte assez peu finalement les échanges, d'autant que la journée est quand même relativement calme. C'est Thanksgiving aux États-Unis, donc il n'y avait peut-être pas d'embouteillage non plus sur les échanges de Tout à fait. En plus, il y a le décalage horaire. N'oubliez pas, les États-Unis, s'ils étaient ouverts, ce serait maintenant et donc là, il n'y aurait pas de souci. Bon, les introductions en bourse, là, c'est votre domaine, Marc Lefebvre. Qu'est-ce qui s'est passé là en octobre? On attendait des gros émetteurs là qui devaient arriver, SPI, Elis. Tous ces dossiers ont été reportés. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, nous sommes, il faut bien l'avoir présent à l'esprit, nous sommes dans une période très très longue de 12 mois en ligne où on a connu une activité extrêmement florissante. Vous vous souvenez, on avait parlé de la réouverture du marché fin 2013 au 4e trimestre, un début d'année, les 6 premiers mois extrêmement denses, donc, et effectivement les derniers mois également. Donc on a eu près de 44 introductions au cours depuis le début d'année, 10,8 milliards de levées, 10,8 milliards. Pour vous donner une estimation, c'est la somme exacte des 6 dernières années, de 2008 à 2013. Donc c'est effectivement extrêmement important. Les investisseurs ont un choix, une palette de sociétés sur lesquelles investir très large, très diversifiée, à la fois des PME, des ETI, mais également des grandes capitalisations, de secteurs très nombreux, industrie, finance, tech, medtech, biotech. Donc effectivement, aujourd'hui, les investisseurs sont plus sélectifs, ce qui est assez naturel et je dirais plutôt sain. Le marché est en train de respirer. On ne peut pas du tout parler de fermeture du marché, on parle vraiment d'un marché qui respire, ce qui est sain et ce qui montre bien que nous ne sommes pas dans une bulle. Des investisseurs plus sélectifs, bon, vous en rencontrez évidemment, j'en rencontre de mon côté, j'en ai même certains qui se disent échaudés, c'est-à-dire quand on fait le bilan effectivement à de nombreux points de vue, c'est une très bonne année effectivement en termes d'introduction en bourse. Après, il y a des investisseurs qui remarquent 70-80% peut-être des dossiers qui ont été introduits voient leur cours de bourse qui ne sont pas revenus sur le cours d'introduction, qui se traitent encore très nettement en dessous. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème aujourd'hui du côté des émetteurs? Est-ce que les dossiers du côté émetteur sont trop exigeants peut-être par rapport à ce que peuvent offrir aujourd'hui les investisseurs? Alors là, il est de la responsabilité des intermédiaires qui les accompagnent de trouver effectivement le juste prix. Maintenant, une opération, vous le savez, n'est pas à juger sur quelques semaines ou quelques mois. Quand on fait une introduction en bourse, c'est effectivement un investissement sur le long terme. On parie sur une equity story. Donc c'est ça qu'il faut effectivement regarder. Il ne faut pas regarder une photographie intentée. Nous avons eu depuis le début d'année de très très belles histoires. Certaines seront peut-être un peu plus longues à se réaliser. Mais effectivement, ce qui est passionnant, c'est que beaucoup de ces introductions correspondaient à des leaders dans leur domaine, que ce soit sur les grandes capitalisations, comme Elior, comme Worldline, Coface, mais bien d'autres. Également dans les PME-TI, McPhy Energy, Fermental, enfin énormément de noms très positifs qui ont animé notre cote. Et ça, c'est très important d'avoir une rénovation de notre cote. Comment s'annonce le redémarrage début 2015, là, Marc Lefebvre? Alors, il s'annonce très bien pour plusieurs raisons. 2 flux. Le premier flux, c'est évidemment les reports dont vous parliez. Ouais. C'est important, les reports et non les annulations. Donc, on a déjà, je ne peux pas vous dire qui, mais des gros dossiers qui ont défini une nouvelle date. Donc ça, c'est très concret. Au premier trimestre, là? Premier trimestre, exactement. En parallèle, il y a les autres noms qui circulent, et vous en connaissez certains, qui vont arriver, premier trimestre et deuxième trimestre. Donc sur le premier semestre, on devrait avoir une extrêmement intéressante. Même chose sur les PME-TI. Nous avons des dépôts de dossiers quasiment quotidiennement. Bon, ces introductions en bourse en Europe, parce que je rappelle, Euronext, c'est Paris bien sûr, Amsterdam, Bruxelles et Lisbonne. Hein, donc c'est 4 places de marché en Europe. Elles intéressent des investisseurs européens, on reste dans le petit cercle européen, ou est-ce qu'au contraire, de plus en plus d'investisseurs hors Europe, anglo-saxons, évidemment, on pense à cela en premier, s'intéressent à ces projets d'opération ou à ces opérations
réalisées? Alors vous avez tout à fait raison, c'est un point extrêmement important. Aujourd'hui, Euronext, c'est un bassin de liquidité extrêmement profond. Nous sommes la première bourse de la zone euro et ce bassin de liquidité trouve son point d'orgue avec des investisseurs européens pour 45% des flux, mais 55% des flux proviennent du reste du monde, donc des flux anglo-saxons 53%, donc effectivement le Royaume-Uni et l'Amérique du Nord, mais également pour les 2% restants, l'autre partie du monde. Donc c'est important, aujourd'hui notre pool de liquidité est global au sens anglais et c'est ça qui fait notre force. Aujourd'hui un émetteur quand il vient, et les 44 émetteurs dont je parlais depuis le début de l'année en ont largement profité, c'est effectivement pour adresser des investisseurs du monde entier. Et comment vous l'expliquez ça? C'est quoi, des investisseurs européens qui sont plus frileux parce que l'argent est forcément majoritairement anglo-saxon aujourd'hui, parce que les anglo-saxons trouvent peut-être moins d'histoires intéressantes, ou en tout cas intéressantes en termes de prix aussi sur leur propre marché? Comment vous l'expliquez? Alors c'est tout un ensemble d'éléments. Le premier, c'est qu'effectivement les sociétés qui sont venues en bourse étaient très attractives avec de très belles histoires. Une fois de plus, ne faisons pas de French ou d'European bashing. On a des champions, il faut en être fier, et les investisseurs l'ont compris. Du monde entier viennent investir sur nos champions. L'autre chose, c'est exactement ce que vous disiez, c'est qu'effectivement les PER sont pour certains plus attractifs en Europe. On a vu, et c'est ce qui a contribué à la réouverture drastique du marché, un flux, effectivement, un report géographique entre les États-Unis et les pays émergents vers l'Europe, également réallocation produits, obligations vers les actions, une volatilité maîtrisée, des indices qui se sont bien maintenus. C'est tous ces éléments, évidemment un appétit au risque important, à la fois des investisseurs institutionnels et particuliers. C'est tous ces éléments qui, mis bout à bout, ont permis d'avoir cette année qui est, rappelons-le, spectaculaire. Qui sera encore pourvoyeur d'introduction en bourse en 2015? Est-ce que ce seront encore le private equity là, qui a été gros pourvoyeur, j'imagine, des gros dossiers en tout cas? Voilà, on a investi dans une société, on l'a redynamisée, restructurée, on la met en bourse pour pouvoir sortir. Ça ne veut pas forcément dire que l'histoire est terminée, mais c'est différent d'une entreprise qui veut lever de l'argent, qui a des projets, qui veut investir et qui veut se financer le marché action en Europe. Alors là, on a tous les scénarios possibles et qu'on a vu effectivement depuis le début d'année. Ces fonds effectivement qui veulent exercer parce qu'on a des niveaux très intéressants. Donc les dual track sont maintenant plus des dual track, mais une mise en bourse directe. Donc effectivement des niveaux de valorisation très intéressants qui intéressent et du coup pour les private equity, la bourse devient une vraie solution de sortie. Et vous avez raison, 2/3 de nos IPO proviennent effectivement des fonds d'investissement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, évidemment, on a ces fonds d'investissement qui peuvent soit faire des augmentations de capital, soit des cessions de titres. On a vraiment vu moitié-moitié cette année. Et puis après, il y a des mises en bourse plus classiques, ou des spin-offs, ou des carve-out. Donc c'est, une fois de plus, la richesse de la palette d'offres que nous proposons à ces prospects, eh bien, répond à tous ces éléments. Juste un dernier mot, là, comment est-ce que les émetteurs arbitrent aujourd'hui entre l'attractivité des taux qui leur permet de se financer de manière historique sur le marché obligataire et les marchés actions? Est-ce que je veux dire, est-ce que certains projets d'IPO ne voient pas le jour aujourd'hui parce que l'intérêt de se financer sur le marché obligataire est tel qu'on n'a pas forcément envie d'aller chercher une augmentation de capital ou une introduction en bourse pour se financer? Alors quelques mots sur l'obligataire, vous avez raison, la bourse ce n'est pas uniquement les actions, c'est aussi les obligations. 2/3 du financement qu'on apporte correspond effectivement à des obligations. On parle de 46 milliards en obligations, 36 en equity, donc c'est pas exactement 2/3, mais les années classiques c'est plutôt 2/3. Si on parle de l'obligataire global, corporate, mais également entités publiques et semi-publiques, c'est plus de 300 milliards de financement. Donc vous voyez qu'on répond tout à fait à notre objectif premier qui est d'être un centre majeur de financement en Europe. Donc, autre chose importante, il est extrêmement important de rappeler que la BCE, avec son quantitative easing, va déverser des sommes considérables sur le marché. Effectivement, on est dans un cadre de politique monétaire accommodante qui, justement, permet au marché actions, qui propose un rendement plus intéressant, d'être extrêmement bien portant. Donc je dirais que les deux, au contraire, sont extrêmement complémentaires. On va très vite entendre à nouveau la cloche résonner à Euronext. Alors, tout à fait, la cloche va ressonner et on l'espère quotidiennement. Début 2015, on prend rendez-vous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Marc Lefebvre, directeur du listing Europe dans Intégral Bourse. Guillaume, je vous redonne la parole en studio à Paris. Nous on se retrouve aux alentours de 17h15. Là on sera avec un investisseur, les équipes de Dorval Finance. C'est Louis Baird, le patron président de Dorval Finance qui sera avec nous donc aux alentours de 17h15. À tout à l'heure Grégoire, on parlera certainement de ce qui se passe sur le front pétrolier parce que depuis quelques